Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions d'actualité, des questions économiques et aussi politiques. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir deux journalistes rompus à l'analyse des questions d'actualité. Nous avons donc autour de cette table Dieudonné Boinali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga. Voilà, Dieudonné Boinali, un habitué de Géopresse qu'on ne présente plus. Il est journaliste ici à Géopolis Forum. À ma gauche, à votre droite, nous avons Don Momat. Bonjour Don. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour également Monsieur Boinali. Voilà, Don Momat, qui est aussi journaliste ici à Géopolis Forum. Nous allons déjà dérouler avec le sommaire. Pour lutter contre le pillage de ses ressources minières, la RDC active le front judiciaire. Le pays a déposé cette semaine une plainte contre la multinationale Apple pour notamment recel, blanchiment, mais aussi pratiques commerciales trompeuses. Que doit-on attendre de cette plainte? Je vais poser la question à mes invités. Au sommaire également, le processus de Luanda a-t-il échoué? En tout cas, ce processus a de la peine pour mettre le Rwanda et la RDC sur la voie de la paix. Ce sont là les deux sujets de Géopresse de ce soir. Bienvenue, bonjour à tous. Voilà, encore une fois, bonjour à tous. Et puis, on va entamer déjà le débat. Mais bien avant, vous le savez, chers confrères ici sur le plateau, vous le savez, l'actualité est aussi dominée par les permutations, les nominations ou bien le limogeage, c'est selon. Dans l'armée, Dieudonné Boinali, vous avez suivi, comme nous tous, les différentes nominations, bien les différentes ordonnances du président de la République. Quel est votre ressenti avant d'aller justement dans les deux thématiques de ce jour? Bon, je félicite d'abord le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il est le garant de la nation et commandant suprême de l'armée, de la police nationale, voire même particulièrement du service des renseignements. Être chef d'état-major d'une armée, d'un pays aussi grand que la République démocratique du Congo, on le voit aussi ailleurs dans le monde, ce n'est pas être agent et fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire vous êtes nommé à ces postes à durée indéterminée, comme tout emploi à durée indéterminée. Il y a des moments où le commandant suprême, entouré du Conseil supérieur de la défense, voire même de ses conseillers militaires, évalue l'action du commandant, du chef de l'armée. Si les résultats sont meilleurs, si les résultats sont à la hauteur des attentes ici, il s'agit de lutter contre les groupes armés qui pullulent à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de démanteler les activités anti-patrie. Il s'agit de pacifier toute la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il s'agit aussi d'imprimer la discipline au sein des troupes que vous dirigez. Souvenez-vous de l'adage qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et partant de ces réalités-là, de la nouvelle donne, le chef de l'État a pris les problèmes au sérieux. N'oubliez pas, Patrick Ilunga, il y a eu échec à Luanda. Ça peut amener les belligérants à rentrer sur le terrain des hostilités. Et si au niveau du commandement, quelque chose ne va pas... C'est déjà le cas en tout cas. Vous sentez qu'il y a eu relâchement. Il n'y a plus de mobilisation des troupes. Il n'y a plus de recrutement. Parce que quand vous faites la guerre, vous perdez aussi quelques hommes. Il faut les remplacer. On les remplace par un nouveau recrutement. Vous lancez l'appel à un recrutement massif pour renforcer les troupes sur le terrain. Il y a aussi les problèmes d'acheminement des moyens sur le terrain, les problèmes de management aussi de nos forces armées, de nos troupes qui sont dans les différentes zones de combat. Si le gouvernement qui est conduit par le commandant en chef, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, estime qu'il faut changer le commandement de l'armée. Pourquoi lui refuser ça? J'ai parlé de l'échec du processus de Luanda qui est en panne.
ça peut nous pousser ou pousser les belligérants à rentrer sur le terrain des hostilités. On parle aussi du bilan, de l'évaluation de l'action menée par le haut commandement. Est-ce qu'elle a été positive? Est-ce qu'elle a répondu aux attentes du gouvernement dans le secteur de la défense et de la sécurité? Sinon, le chef de l'État est appelé à changer son commandement. Et surtout qu'au moment où nous parlons, la coalition M23, AFC de Corneille Nangaa et l'armée rwandaise RDF, ils ont gagné beaucoup de localités par rapport à l'an 2012, lorsque le M23 prenait de l'ampleur. Et ce qui a poussé même les observateurs de la question militaire en République démocratique à se demander, est-ce que le chef de l'État ne voyait pas ça? Est-ce que le ministère de la Défense ne voyait pas? Est-ce que le gouvernement dans son ensemble ne voyait pas que sur le terrain, l'ennemi est en train de gagner du terrain? Et ça commençait à donner l'impression comme si on était dans un mouvement AFDEL bis. Il fallait quand même stopper ça, et organiser les troupes, leur donner du moral, les redynamiser et mettre en place un nouveau commandement. Mais nous ne disons pas que ceux qui ont été démis de leurs fonctions n'ont pas démérité, ont mal travaillé. Non, on change un commandement et aussi pour des raisons de stratégie militaire. On change un commandement aussi pour donner un nouvel élan aux troupes sur le terrain. Cela ne veut pas dire que ce sont des mauvais officiers, ils ont été mal formés ou bien ils ont mal géré les troupes. Non. D'ailleurs, si vous constatez, il n'y a qu'un seul qui a été nommé conseiller militaire du chef de l'État. Il s'agit de l'ancien chef d'état-major, le général Christian Chiwewe. Tous les autres, on les a permutés pour des raisons liées à l'organisation et au nouveau management. Très bien, je pense que vous avez cité le processus de Luanda, on en parlera dans cette émission. Mais dans mon mat, je voudrais avoir aussi votre commentaire par rapport aux différentes nominations ou bien permutations. Il faut signaler que déjà, on a changé le chef d'état-major, le président de la République a changé le chef d'état-major. Au niveau de l'armée de terre, il y a eu changement. Au niveau des renseignements également, c'est vraiment tout le corps, on va dire tout le corps de l'armée qui a été bougé. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? D'entrée de jeu, il faut dire que généralement, les changements à assez haut niveau, lorsqu'ils s'opèrent, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne change pas un chef d'état-major, par exemple, n'importe comment ou n'importe quand. C'est-à-dire qu'il doit y avoir peut-être quelques soucis qui se posent en termes de commandement de l'armée, où on veut surtout redonner du sang neuf à l'armée, puisque, rappelez-vous, dans une armée, c'est que normalement, il doit y avoir changement, mutation au bout d'un certain temps. Ça, c'est d'abord la première chose à savoir. Remarquez que nous connaissons par exemple des célèbres journalistes qui sont peut-être devenus des députés, des animateurs de télé, qui parlent 4 langues pour avoir été enfants de militaires. Ouais. Je vais me refuser de citer leur nom ici. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ce qu'on a connu dans l'ancien temps, du temps du président Mobutu, un militaire ne passait pas plus de 5 ans à un endroit fixe. Il fallait tout le temps les muter. Et on sait que dans l'armée, ces mutations-là sont nécessaires parce que parfois, lorsqu'on demeure à un seul endroit, on perd de vue un certain nombre de choses. On peut être dans une stratégie qui ne fonctionne plus, mais on y tient parce qu'on n'a plus d'autres choses en vue. Et donc, il est important de renouveler ce qui s'est fait généralement dans toutes les armées. On demande cela aussi également pour le policier. Cela doit se faire même dans le SOUCIAT. Il faut, après un certain nombre de temps, changer les personnes pour apporter du sang nouveau, pour apporter de nouvelles stratégies, de nouvelles orientations, pour relancer au fait les choses. Et vous savez qu'avec l'échec de l'accord de Luanda, le M23 est en ce moment en train d'attaquer et d'occuper certains
territoires de notre pays. Hier, on disait que comparativement en 2012, le M23 occupe aujourd'hui le double de ce qu'il occupait en 2012. Et depuis l'échec de l'accord de Luanda, le M23 a essayé de conquérir également d'autres territoires, d'autres villes, pour peser dans la balance des négociations. C'est qu'il faut, quelque part, revoir les choses au niveau de l'armée. Vous le savez, en Zambie, on a arrêté quelques individus au motif qu'ils s'est préparé pour une rébellion dans le Katanga. Et ce n'est pas un secret pour nous tous ici. Le Congo, s'il va ce qu'il est tout le temps dans un état de menace, disons de menace permanente. Et tout ça fait que il faut, au niveau des renseignements, tout le temps, pas tout le temps, mais dans une certaine mesure, il faut changer, il faut permuter pour que nous soyons toujours en alerte, pour que nous puissions toujours avoir des infos qu'il faut pour éviter justement les cas de trahison, le cas de se familiariser. Voyez-vous, parfois, les plus hautes trahisons viennent de la haute sphère. Lorsque vous envoyez de temps à autre un général, quelqu'un de l'ANR aller négocier tout le temps avec certains ennemis, puisque ce sont des choses qui se font. La guerre, la diplomatie, c'est aussi ces rencontres-là entre militaires pour voir comment décanter la situation. Et donc, par moment, cela peut amener à ce que des gens soient rachetés par le camp ennemi, ça dépend. Généralement, ça ne se fait pas pour nos forces, pour nos FARDC, on le croit ainsi. Mais pour éviter ces trahisons, cette familiarité-là, parfois, il faut changer. Il faut changer au bout d'un certain temps. Et aussi, quand les résultats sur le terrain ne sont pas bons. À l'heure où nous parlons, les résultats dans l'est du pays, dans la partie nord, ne sont pas bons. Nous parlons du M23, de l'avancée du M23. Les résultats ne sont pas bons. Et donc, en tant que le garant de la nation, en tant que le numéro 1 de l'armée, le chef de l'État, c'est devrait de réagir. Et sa réaction n'est pas forcément de prendre une arme et d'aller sur le front. Non, c'est d'abord de changer le commandement militaire. Cela dit que ceux qui n'étaient pas là n'ont pas totalement démérité, puisqu'ils ont été réaffectés. Puisque parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut être à un endroit où ses capacités ne cadrent pas avec la fonction. Il suffit qu'on vous change pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Et donc, certains de nos militaires, pas forcément qu'ils sont traîtres, pas forcément qu'ils ne sont pas assez stratèges, mais il fallait peut-être le mettre dans des fonctions où ils peuvent donner le meilleur. Le profil ne répondait pas forcément aux besoins urgents. Effectivement. Donc, par rapport aux urgences qui se posent dans le pays, il fallait ça. Même un petit enfant de 2 ans vous dira qu'en ce moment, notre armée avait besoin d'un souffle nouveau, puisque la montée en puissance de l'armée, dont on entend dire depuis des années, doit se faire sentir. Et doit se faire sentir surtout en ces moments où nous sommes en guerre ouverte avec les supplétifs de l'armée, dit-on, rwandais, via le M23. Voilà, il faut rappeler que même dans les zones de défense, il y a eu des permutations. Ainsi, le général Chitambo a quitté la zone Est pour venir en zone Ouest. Et actuellement, on dit que celui qui a été placé dans la zone Est, c'est quelqu'un qui est rompu dans la stratégie militaire. C'est un sujet qu'on pourra peut-être approfondir dans nos prochains numéros. Venons-en maintenant à notre débat du jour. C'est toujours lié à la question de l'Est, pillage, alimentation de guerre, via le pillage de ressources minières. Cette semaine, vous le savez, la RDC a déposé plainte contre la filiale française et belge de Apple. Avant d'aller dans le vif du débat, on va d'abord rentrer au niveau de la régie pour demander cet élément qui va justement nous plonger au fond de la question. La plainte vise non seulement des faits précis, mais également des pratiques commerciales trompeuses qu'Apple aurait utilisées pour rassurer les consommateurs que les chaînes d'approvisionnement du géant de la technologie sont propres, précisent les avocats William Bourdon et Vincent Bringart, ainsi que Christophe Marchand dans un communiqué. Déposée à Paris, la plainte accuse Apple de recel de différents crimes, incluant des crimes de guerre, crimes de blanchiment, d'usage de faux et de tromperie.
Pour Maître Bourdon, c'est le devoir et l'honneur de la France d'être le premier pays à judiciariser les conditions dans lesquelles sont exploités les minéraux du sang et l'enrichissement sans fin dont bénéficient cyniquement les plus grandes firmes. Selon le communiqué, la RDC souhaite par cette première action judiciaire confronter les individus et les entreprises impliquées dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation des ressources naturelles des minéraux pillés en RDC. Ces activités, dénoncent les avocats, ont infligé la destruction et de souffrances insondables au sein de la population civile dans des régions du pays. Elles ont alimenté un cycle de violence et de conflits en finançant des milices et de groupes terroristes et en contribuant au travail forcé des enfants. Tout en contribuant au travail forcé des enfants et à la dévastation de l'environnement. Pour appuyer leurs plaintes, les avocats s'appuient sur les travaux des Nations Unies, du département d'État américain et d'ONG internationales telles que Global Witness. Ils ont également écrit à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour initier un dialogue sur le rôle que l'Union européenne pourrait jouer dans la responsabilisation des acteurs impliqués. En avril, la RDC avait officiellement mis en demeure Apple au sujet de l'exploitation de minerais en conflit. La RDC accuse également le Rwanda de piller les ressources minières de la partie orientale du Congo, des accusations que Kigali rejette. Vous l'aurez compris, on est toujours dans la question sécurité à l'est de la RDC avec le volet de pillage de ressources minières cette semaine. En tout cas, la RDC a activé le front judiciaire en déposant plainte à Bruxelles et à Paris contre la multinationale Apple. Dieudonné Boinali, vous qui suivez les questions minières, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer pour ceux qui nous regardent à la maison, que doit-on comprendre à travers cette plainte? Bon, je vais commencer d'abord par expliquer les noms Apple. Apple veut tout simplement dire en français la marque à la pomme. C'est le nom d'une multinationale américaine créée pour commercialiser des marques de haute technologie dans le secteur des télécommunications. Vous trouvez sur les marchés plusieurs produits ayant les logos Apple. Nous ne les citerons pas ici pour des raisons de publicité. Et cette multinationale s'approvisionne selon les coûts de sources concordantes et les différents rapports des Nations Unies auprès des réseaux mafieux dans les secteurs miniers. Et les minéraux qui sont exploités à l'est de la République démocratique du Congo sont considérés comme des minéraux de la contrebande et prennent plusieurs destinations, dont la plus connue est celle du Rwanda voisin, où ils sont blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et la RDC, pour tenter de mettre maintenant fin à la guerre de l'Est, qui est essentiellement une guerre sur l'exploitation illicite des ressources naturelles, a mis en place plusieurs fronts. Vous avez les fronts judiciaires, où on a vu Kinshasa aller rester en justice contre Kigali. Et cette plainte ne concerne pas seulement les États, dont le Rwanda qui est en première ligne, mais elle concerne aussi plusieurs multinationales qui profitent particulièrement de cette exploitation illicite des minéraux dans la partie orientale de la RDC et qui occasionne des morts d'hommes, la destruction de l'environnement, du tissu économique et leurs corollaires. Et à l'île des mires, il y a la multinationale américaine Apple. Et toujours dans la stratégie, il y a aussi les fronts économiques qui consistent à ternir l'image de ces multinationales qui se disent que nous approvisionnons auprès des États, auprès des producteurs, c'est-à-dire l'industrie minière. On n'a rien à voir avec l'exploitation artisanale des minéraux. On n'a rien à voir avec les groupes, les forces négatives qui exploitent illicitement ces minéraux. Et nous ne sommes pas parmi leurs acheteurs. Je vous relance, voilà. Vous avez la parole. Est-ce que le front économique, ce que la RDC poursuit, c'est
non seulement on va dire le paiement des dommages et intérêts aux victimes et consorts, mais aussi couper l'approvisionnement financier, on va dire les côtés financiers. Couper un peu les vivres aux différents groupes armés, parce que quand ils vendent ces minéraux, ils reçoivent en retour des moyens de financement de leurs actions négatives qui leur permettent d'acheter des armes et d'avoir des moyens en réserve dans des banques occidentales et surtout de payer les hommes des troupes. Maintenant, la RDC, en attaquant des multinationales comme Apple, la RDC cherche à ce que ces minéraux ne puissent plus sortir par la fenêtre. En fait, c'est une invitation à ces multinationales à venir traiter directement avec le gouvernement congolais pour installer des mines de classe mondiale, comme on le voit partout ailleurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On a Kibali Gold Mine au nord du pays. Nous avons Ivanoé dans les grands Katanga. Vous avez les grands groupes chinois, Semok aussi dans les Katanga. Les exemples sont les gens. C'est pour pousser ces autres groupes-là, miniers et internationaux, ces multinationales qui sont dans la fabrication des appareils de la haute technologie, à venir emboîter les pas à ces entreprises minières de classe mondiale que j'ai citées, au lieu d'aller acheter des minéraux de contrebande. Non seulement ça ternit leur image sur le plan mondial, mais ils seront appelés à payer des milliards de dollars lors de la surveillance des sanctions, parce que la justice occidentale, surtout européenne, ne blague pas. Parce que quand cette entreprise sera sanctionnée au niveau de la justice en Belgique ou en France, mais l'État français va mettre aussi son nez dans cette affaire, même l'État belge. Mais vous avez payé autant de milliards à la RDC et nous. Souvenez-vous de l'affaire Glencore, qui a été condamné aux États-Unis et même dans son pays d'origine, la Suisse. Et la RDC avait mis son nez dedans dans cette affaire pour dire, mais Glencore a été condamné pour des opérations minières qui se sont déroulées en République démocratique du Congo. Et cette entreprise a été appelée à payer des milliards au fisc américain en termes d'amendes et autres dommages et intérêts. Et la RDC s'est dite, mais ces mines m'appartiennent. Ces opérations se sont déroulées en République démocratique du Congo. Pourquoi la justice américaine demande à Glencore de payer des dommages et intérêts au peuple américain et pas au peuple congolais? Voilà. C'est pour cela qu'il y a eu le fameux dossier de 150 millions de dollars que certaines ONG avaient jugé que c'était peu par rapport au fait que nous sommes les détenteurs de ces matières premières. Nous sommes les premières victimes. Pourquoi payer plus au trésor public américain et moins au trésor public congolais? Mais nous n'en sommes pas encore là. Et Apple a nié les faits, mais le gouvernement congolais, j'ai suivi Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, lors du dernier briefing, il a dit que le gouvernement congolais dispose de preuves tangibles, parce que la justice, Patrick Ilunga, repose sur la preuve. Il ne suffit pas d'aller déclarer devant les tribunaux belges et français que Apple achète les minéraux et de la contrebande via un réseau mafieux, mais il faut apporter aussi des preuves. Merci. Et ça, Mouyaya nous a rassuré que le gouvernement congolais, grâce à un task force constitué des avocats Robert Amsterdam de Washington, William Brandon et Vincent Brungart de Paris et Christophe Marchand de Bruxelles, en tout cas, a constitué un dossier béton. Je pense que ça sera difficile pour la multinationale américaine de pouvoir s'en sortir, parce que les faits sont têtus et ils sont vrais, et tels que les a suggérés, les proposés Mouyaya. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir planté le décor. Donc, Matt, il s'agit quand même d'un dossier économique, mais en fond, on parle de questions politiques, on parle de Rwanda, RDC, sécuritaire aussi. Est-ce que vous voyez la France, avec tout ce qu'on connaît, la France avec le Rwanda, il y a des relations que certains appellent relations incestueuses et consorts, c'est juste des commentaires. Est-ce que vous voyez la France ouvrir un dossier qui peut véritablement ternir l'image du Rwanda? Je crois que tout dépend de la force de la RDC. Puisque dans le monde, tout est question de force.
en présence. Si vous n'y mettez pas assez d'énergie, attendez, je crois que ces gens-là n'ont aucun intérêt de ressortir les cadavres de leur plaque. Ça dépend de l'action que nous pouvons faire pour accompagner cette action judiciaire. Et c'est là que la société civile de la RDC a un grand travail à faire. Il faut accompagner le travail que fait actuellement le gouvernement congolais. La société civile devrait envisager des actions pour appuyer ce travail-là. Dans certains pays, on l'a vu, on l'a vécu, on a parlé de boycott. Et aussi, d'abord, nous-mêmes, on doit être sérieux. On porte plainte contre Apple. M. Bonnel a refusé de le dire ici, mais je crois qu'il faut le dire. Apple produit, entre autres, des téléphones et des ordinateurs. Nous portons plainte contre Apple. Nous disons que vous utilisez les minerais de sang. Mais dans nos bureaux, dans nos réunions officielles, nous avons des ordinateurs Apple avec lesquels on fait même des messages officiels. Mais les Macintosh, les iPads. Mais il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. C'est là que j'ai dit il faut qu'il y ait des actions fortes qui accompagnent ces volets-là judiciaires. Sinon, quand vous dites action forte, vous pensez peut-être boycotter le produit Apple? C'est possible? L'action de boycotter, ce sont des actions généralement qui viennent quand vous avez épuisé d'autres moyens. Okay. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et là, ça nécessite à ce qu'il y ait parmi les gens de la société civile une concertation et on va développer des actions graduellement avant d'atteindre les niveaux de boycott, puisque celui-là, c'est en tout cas la phase finale lorsque vous êtes dans un processus où vous n'avez pas obtenu gain de cause. En ce moment-là, vous pouvez arriver à des choses radicales comme le boycott. Sinon, les actions, il y en a des très nombreuses. Et c'est là, j'ai dit, passe également par notre comportement. Quel est notre comportement, nous-mêmes, nos autorités, vis-à-vis de ces produits-là? Je viens de vous donner un exemple. Prenez toutes les photos officielles, regardez, faites zoomer, regardez leur ordinateur, regardez leur téléphone. Ça vient de la marque pour lequel nous avons porté plainte. Il y a déjà là une certaine contradiction. Et donc, il faut veiller à toutes ces choses-là. L'action judiciaire à elle seule ne suffit pas. On sait parfois le procès. Heureusement qu'au niveau de la France ou de la Belgique, je crois, les conditions de recevabilité du dossier ont été atteintes. Mais cela ne suffit pas. Et vous savez, les actions judiciaires, parfois, elles s'étirent en longueur. Elles peuvent prendre, un procès peut prendre 1 année, 2 ans, 4 ans, 5 ans, avant que les accusés peut-être arrivent à reconnaître le fait. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est fait? Et donc, vous le savez, parfois, la justice de ce monde, elle n'est pas trop juste. Mais elle peut l'être également lorsqu'il y a des actions fortes. Et rien ne peut vous être donné comme ça, gratuitement, tout simplement parce que vous avez porté plainte. Non, cela ne suffit pas. Heureusement, comme l'a dit M. Bonali, le gouvernement dit avoir de preuves. C'est déjà une bonne chose. Puisque souvent, qu'est-ce qu'on nous reproche? Nous n'avons pas d'argumentaire. Par rapport à la guerre qui se passe à l'Est, nous n'avons pas d'argumentaire fort. Nos voisins, par contre, ils ont des arguments forts. Et ils les amplifient. Regardez, ils exploitent toute action que nous faisons ici. Et ils disent, voilà, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Vous avez entendu ce que X a dit. Vous avez entendu telle déclaration. C'est qu'ils veulent ça. C'est d'ailleurs ce que nous vous avons toujours prouvé. Nous ne savons pas faire ça. Donc, il faut amplifier l'action judiciaire dans nos faits et gestes, dans le comportement de la société civile et amener également d'autres ONG. Puisque nous avons des ONG ici qui dénoncent beaucoup de faits. L'opération, par exemple, Ndobo est en train de se faire. Si nous étions au temps de l'opération Likofi, où il y a eu quelques bavures, il y aurait eu beaucoup d'ONG, tant nationales qu'internationales, qui auraient décrié cela sur la toile, dans les médias et dans le monde entier. Mais pourquoi ces ONG, tant nationales qu'internationales, ne nous accompagnent pas dans cette action? Il faut
le pousser. À un certain moment, ils vivent sous la mamelle des budgets et provenant de l'Occident. Mais à un certain moment, ils ont peur de se tirer une balle dans les pieds. À un certain moment, le gouvernement doit être fort, puisque lorsque toute ONG vient pour travailler ici, elle doit avoir les autorisations de l'État. Et même pour démarrer. On connaît par exemple ici des journalistes qui ont été remerciés, on leur a dit non, vous êtes des personnes non grata. On connaît également des ONG dont on a mis les clés sous les verrous, on a dit bon, vos actions ne sont pas des actions des ONG, vous faites autre chose que ce que les ONG font, rentrez chez vous. Il faut en arriver à ces actions-là. Le gouvernement doit se montrer déterminé. Et la détermination se montre par des actions que vous prenez, les décisions fortes que vous engagez. Messieurs, mesdames des ONG X, Y, vous défendez la cause liée aux guerres, aux affrontements, au pillage généré à l'exploitation ici des personnes, des enfants et tout. Regardez un dossier. On vous donne des preuves. Enquêtez, dénoncez, dénonçons ensemble. Il faut arriver à ça. Mais il faut aussi pour notre gouvernement faire autre chose. C'est s'assurer d'être lui-même les garants de la gestion de nos ressources minières. Vous le savez, il y a des sites miniers qui sont exploités par qui ne sont pas connus de l'État, de 1. Il y a des sites, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les ONG, lorsque vous lisez toute la presse, on en parle, il y a ces sites-là auxquels sont affectés des militaires ou des groupes armés. Tout ça, on doit aussi commencer par contrôler tout ça. Donc, c'est-à-dire que l'action doit être multiple. Dès lors que l'action est multiple, on regarde que voilà, on a porté plainte, mais regardez ce que nous aussi nous faisons. Parce que nous reconnaissons également que nous avons, dans ça, il y a la responsabilité partagée. Nous reconnaissons que nous avons également beaucoup de failles en termes de gestion de nos minéraux. Mais regardez ce que nous faisons dans le Katanga, dans l'Est, le parti où nous contrôlons. Et voilà là où nous disons que le mal est logé. C'est ainsi que nous pourrions parvenir à avoir un procès équitable qui peut même nous accorder ce que nous recherchons. C'est la vérité avant tout. La vérité, la justice. C'est ce que nous recherchons avant tout, pas des milliards de dédommagements. Merci Thomas Mat, mais vous m'avez dévancé un petit peu. Il y a quelques semaines, je crois, on a fait même une émission ici, le ministre de Mines a dit, ensemble avec le président de l'Assemblée nationale, qu'il y a des généraux, il y a des acteurs politiques impliqués dans la mafia minière au Sud Kivu. Donc là aussi, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité congolaise de contrôler ces ressources minières avant d'accuser les autres? Parce que les autres profitent peut-être de la faiblesse congolaise. Bon, je vais d'abord commencer par rappeler que les lois congolaises interdisent aux militaires et aux policiers d'exercer des activités commerciales. Si, comme vous l'avez dit, le ministre l'a dit au Parlement, bon, il a enquêté. Ces services lui ont dit que nous avons trouvé 1, 2, 3, 4 militaires et quelques policiers dans des sites miniers. C'est à lui d'assumer. Mais moi, je pense que ce sont des cas isolés. On ne peut pas dire que toute notre armée, toute notre police est plongée les deux pieds dans les activités d'exploitation. Non, ça on ne peut pas, on ne peut pas, ça ne peut pas le dire. Mais s'il y a des dénonciations, c'est là... Vous savez que dans toute famille, le mal est peut-être les mal, il faut les dénoncer, mais dans toute famille, il y a toujours des brebis galeuses. Mais on ne peut pas jeter l'opprobre sur toute l'armée, sur toute la police. Ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire de l'armée. Et on n'a pas dit ça. Ce sont des cas isolés. Peut-être que ils sont là pour assurer. D'ailleurs, les militaires sont dans des zones minières. Pourquoi? C'est ça la question qu'on se demande. Nous semblons oublier que nous avons une brigade minière. Ce n'est pas constitué de civils, ce sont des militaires. Moi, quand j'arrive dans une zone minière, si je trouve un militaire, je commence d'abord, la première question, avant de dénoncer en tant que journaliste, je me pose d'abord la question de savoir, est-ce que ce militaire ici fait partie de la brigade des mines? Est-ce que ce militaire ici ne travaille pas dans l'un des services de l'État qui est dans les secteurs miniers? Nous avons une commission nationale d'élite contre la fraude et le trafic illicite des minéraux. Ces services-là, vous allez trouver aussi des agents qui travaillent là-bas, qui ne sont pas seulement des civils,
qui aident l'État en fait de lutter contre la fraude, la contrebande, l'exploitation illicite des minéraux. Parfois, ils font aussi des saisies. Vous suivez ça à travers nos différents postes frontaliers, dont les aéroports. Ils font des saisies. Et cette commission-là appelle même les gens à dénoncer. Vous trouvez aussi parmi les personnels, non seulement des civils, mais vous avez aussi quelques militaires que l'État a affectés là-bas pour aider les personnels civils afin de bien faire leur travail. Vous ne pouvez pas dire que cet agent-là qui est là, et il est venu pour faire l'exploitation illicite des minéraux. Mais nous reconnaissons qu'il y a parmi les forces négatives, ceux qui sont dans l'exploitation illicite des minéraux. Ceux-là, il faut les mettre hors état de nuire parce que en faisant ces activités, ils font perdre à l'État beaucoup de milliards de dollars. Et si nous n'avons même pas pointé que quelques éléments, quelques brebis égarés de l'armée, mais on a aussi cité le groupe armé. Regardez par exemple la progression du M23, elle est organisée tout autour des zones minières. Oui. On comprend, et ça revenait à l'État. Et puis il y a un rapport qui a dit que le M23 gagne autour de 300 000 $ par mois jour, autour de l'exploitation. Oui, regardez. Et donc ça, je comprends. C'est à l'État de sévir. Ça, c'est à l'État de rapprocher l'armée, la police et les différents services administratifs de la population des zones où on trouve des minéraux. Ça, c'est un problème lié à l'organisation de notre État. Peut-être vous trouvez dans certains endroits où le nombre de militaires et de policiers est insuffisant. Vous ne pouvez pas demander à 5 voire 10 militaires et d'aller faire face à un mouvement rebelle qui vient par exemple avec 300 hommes. C'est à nous en tant qu'État de nous réorganiser, par exemple, d'augmenter le nombre de militaires dans ces zones-là, le nombre de policiers dans ces zones-là, et d'y installer même l'administration pour qu'on puisse bien gérer ces pans entiers de notre territoire national. C'est même pour revenir peut-être sur la première thématique, c'est peut-être aussi l'une des raisons du changement dans l'armée, puisque certains chefs, lorsqu'ils sont installés, ils peuvent plonger, ils peuvent plonger dans le trafic de minerais. C'est cela que j'ai dit dans mon introduction. Pour couper, tout ça, il faut de temps à autre les muter pour qu'ils n'aient pas la même mission. Désorganiser le réseau. Voilà. C'est une des raisons. J'avais dit dans mon introduction que entre commandant des troupes, cela ne fait pas de vous un agent, un fonctionnaire de l'État. Ça ne fait pas de vous un agent de carrière. Vous devez rester là-bas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'État, à un certain moment, s'est dit il faut familiariser nos militaires, nos policiers avec toutes les parties du territoire national. On voyait ça quand nous étions encore des gosses sous Mobutu. On voyait un militaire aller au Congo central, après un laps de temps, on l'envoie au Katanga, après un laps de temps, on l'envoie encore dans le nord du pays. Ça permettait aussi à nos forces de défense de connaître nos différentes langues, les dialectes, de se familiariser avec les différentes parties du pays sur le plan géographique, connaître même les itinéraires, les routes, de sorte que lorsque le pays était agressé, lorsqu'il y a la survenance de la guerre, quand on envoie des militaires, on n'envoie pas des néophytes qui commencent à demander des avenues. Où est-ce qu'on trouve par exemple l'avenue Kasaï? C'est dans quel coin? Et tel village, c'est dans quelle partie du pays? C'est ça l'intérêt que nous avons à conseiller au gouvernement, à faire des débats, à conscientiser la population. Mais Dieudonné Boinali, je crois que vous allez chuter pour passer la parole aussi dans mon mat. Oui. On parlait justement de cette question de plainte parce qu'il y a pillage, parce que Apple achète des minéraux de la contrebande, des produits de la contrebande. Mais il y a quelques semaines, le département d'État du travail, je crois, américain, a désigné le cobalt congolais comme provenant du travail des enfants, de la maltraitance des enfants. Est-ce que le fait, pour cette plainte, peut-être vous allez chuter, mais je peux poser la question à Domat. Domat va ouvrir ce débat-là. Est-ce que la plainte, justement, de la RDC ne va pas jeter le discrédit sur tous les minéraux, disant que le minerai qui sort du Congo, c'est justement le minerai de la contrebande. Il y a peut-être soupçon que ce sont les minéraux du sang. Est-ce que ça ne peut pas avoir comme conséquence cette conclusion-là? Non, je ne pense pas. Tout à l'heure, M. Boinali a parlé de certaines entreprises qui sont installées ici.
Et dans le cas de cette plainte, on parle principalement de trois minéraux, entre autres le tungstène et le coltan. Ce qu'on appelle les minéraux de 3T. Oui, les minéraux de 3T. Oui. Et donc, on ne parle pas de... Même si on y ajoute également de l'or, Oui. mais on ne va pas généraliser, puisque on connaît, on a donné des adresses officielles ici, des entreprises qui travaillent dans le Nord, en RDC. On a parlé au Nord, il y a des entreprises qui exploitent de l'or, c'est connu. Ils sont assez transparents, ils font des rapports au niveau national, au niveau mondial. Ça passe dans nos médias, on les connaît. On a parlé des entreprises, plusieurs entreprises qui sont installées dans le Katanga, autour de Lualaba, sur la route Likasi-Kolwezi ou encore autour de Lubumbashi. On connaît ces entreprises-là. Et lorsqu'on parlait du corridor de Lobito, on a démontré qu'il y a ces minéraux qui sont contrôlés, qui passent par, on parle encore une fois de cuivre, qui passent par la Zambie pour aller vers la Tanzanie, vers le port de Lobito ou de Dar es Salaam, ou encore qui vont aller jusqu'à l'Afrique du Sud, et maintenant avec le port de Lobito, qui vont passer par Lobito. C'est connu, donc il y a des entreprises dont on peut certifier la marchandise. Et c'est là, je ne pense pas que cette plainte devrait jeter un discrédit sur l'ensemble des minéraux du Congo. Non, il faut dire que c'est vrai qu'on reproche à notre État de ne pas être présent dans tous les territoires. Il faut comprendre, la RDC c'est 2 345 000 km². La RDC c'est un pays qui est en guerre, voilà, plus de 30 ans, après plus de 30 ans de dictature, après plus de 60 ans de colonisation, après plus de 5 siècles d'esclavagisme. Tout ça, réunis ensemble, ça fait qu'il y a quelque part la faiblesse de l'État qui se laisse voir. Mais on y travaille, aujourd'hui, avec, par exemple, la démocratie qui a élu à domicile dans notre pays depuis les élections de 2006, les institutions qui sont plus ou moins stables, même si elles ne sont pas stables comme on l'aurait voulu, mais nous sommes sur ce chemin-là où l'État est en train de reprendre les dessus sur toutes les formes de désordre qui sévissaient et autres. Et progressivement, l'État finira par avoir, si nous y travaillons, mais si nous travaillons tous main dans la main, si nous mettons à côté nos égos, les tribalismes, la gabegie financière, la corruption, si nous travaillons tous dans la main, en ayant à l'esprit l'idée de patriotisme, de nationalisme, on finira par avoir un État qui a le contrôle sur tous ces pans des territoires. Et qui dit un État qui a le contrôle sur tout le territoire, c'est-à-dire qu'un État qui a le contrôle sur tous ces minéraux. Et en ce moment-là, plus rien ne pourra jeter un discrédit dans la manière dont nous exploiterons nos ressources. Mais c'est un travail de longue haleine, puisque peut-être que vous et moi, nous ne pourrons pas vivre cela, puisque regardez, les pays qui sont aujourd'hui développés, les pays qui sont aujourd'hui puissants, ne sont pas devenus par un coup de baguette magique. Il a fallu qu'il y ait du travail, il a fallu qu'il y ait des esprits qui se concertent, qui jettent le base. Et lorsque toute la société est engagée dans une certaine philosophie, cela amène progressivement à atteindre le développement. Le Japon, c'était un pays en guerre, battu par les États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale, mais après, ils ont formé leur élite, ils ont développé leur philosophie, leur propre philosophie. Aujourd'hui, on sait ce qu'ils sont. La Chine était divisée, pas plus tard que lors de la Seconde Guerre mondiale. La Chine était divisée. Mao était quelque part, Zedong quelque part. Après, Mao a pris le leadership et il a amené son pays avec leur propre philosophie. Jusqu'aujourd'hui, la Chine qui commence à concurrencer les États-Unis. Ce n'était pas la même Chine qu'en 1945. Et donc, on peut comme ça donner des exemples de plusieurs pays, et même en Afrique, des pays qui se développent, parce que tout simplement, on a su mettre en place des intelligences, on a développé une philosophie, une réflexion collective, et tout le monde s'en est accaparé. Et c'est peut-être aussi le travail qui doit être fait pour que nous puissions arriver à avoir le contrôle total de notre richesse
nationale. Merci beaucoup, Don je voulais ajouter que... Oui, mais je vous passe la parole en même temps. Vous allez ajouter, mais laissez-moi poser la question quand même. Il y a eu le communiqué des avocats au niveau de la France et de la Belgique, mais ici au pays, il y a aussi le communiqué du ministère de la Justice qui désigne le Rwanda comme plaque tournante, justement, de la contrebande dans la région. Mais le Rwanda a le réflexe de rejeter et puis de dire que nous racontons n'importe quoi, selon eux. Mais il y a quelques mois, je crois que c'était en avril, le président rwandais, sous pression, il avait reconnu que le Rwanda joue un rôle, mais le rôle de transit, comme zone de transit, et que la destination finale, ce n'était pas le Rwanda. Est-ce que le Congo doit poursuivre aussi peut-être les Émirats arabes unis? Est-ce qu'il doit faire pression sur toutes les destinations finales de ces minéraux de contrebande? Ou est-ce qu'il faut seulement faire pression sur nos voisins? Bon, je voulais vous apaiser en disant que selon les statistiques officielles, 30% du cobalt, par exemple, qui est produit en République démocratique artisanalement, parce que le code minier reconnaît deux modes d'exploitation. Oui. Vous avez l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. Nous semblons croire que l'exploitation artisanale est illégale. Non, l'exploitation minière artisanale n'est pas illégale du fait qu'elle est reconnue par les lois congolaises et surtout encadrée au niveau des coopératives. Il y a même des services attitrés que l'État a créés comme les SESCAM, devenu aujourd'hui SAEMAP, pour l'encadrement de la mine artisanale. Maintenant, il se pose un sérieux problème. Vous avez d'une part la production industrielle de ces minéraux, d'autre part vous avez la production artisanale. Mais aux côtés de ces deux productions, vous avez une production ici de la contrebande, donc provenant des forces négatives, les groupes armés qui transitent vers les pays voisins et qui se retrouvent sur les marchés internationaux après avoir été blanchis et achetés par les multinationales, dont Apple que nous avons cité tout à l'heure. De ce point de vue-là, il n'y aura pas embargo sur les minéraux congolais parce que c'est la RDC qui demande la condamnation d'une multinationale américaine afin qu'elle cesse d'acheter les minéraux ici de la contrebande. Oui. Parce qu'il y a un manque à gagner considérable sur le plan économique et financier au pays. Et puis sur le plan sécuritaire, en continuant à acheter ces minéraux de contrebande, c'est comme si vous alimentez les conflits. Ces conflits ont déjà fait plus de 30 ans. Vous voulez que ça aille jusqu'à quelle année encore? Jusqu'en 2100, 2200, 2300. Il faut qu'un jour, ces modes d'exploitation-là, illicites, orchestrés, financés par des réseaux mafieux, puissent cesser. Et pour que ça cesse, l'État congolais a pris les problèmes à bras le corps. Il faut attaquer le taureau par les cornes. L'État est allé toucher là où ça fait mal, citer nommément Apple. Et il n'y a pas seulement Apple, il y a beaucoup d'entreprises. Au moment opportun, l'État congolais va vous dire non, après Apple, ça sera maintenant X entreprises. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Les ministres compétents du gouvernement sont là pour les dire. Apple a été choisi symboliquement puisque c'est une Apple grande a firme. été choisi symboliquement. C'est une grande firme qui brasse des milliards et des milliards de dollars américains. Par exemple, en 2002, cette firme américaine a fait un chiffre d'affaires avoisinant les 200 milliards de dollars. Ce n'est pas peu. Rien qu'en vendant les ordinateurs Macintosh, les iPods, les téléphones avec la marque de la pomme, dont certaines se retrouvent ici au pays, Momat l'a dit, nous attaquons cette multinationale, mais à un certain moment, on doit commencer à boycotter les marchandises. Et de façon ironique, un des avocats a dit, un des avocats congolais pourquoi acheter leur marque a dit, pendant ces mois de Noël, achetez plutôt une pomme naturelle à votre enfant pour lui offrir comme cadeau, plutôt qu'une marque Apple. Voilà. Concernant ce que vous avez rappelé, le président rwandais, il y a 1 mois, 2 mois, il avait reconnu, les images sont là, les vidéos sont là, que le Rwanda, son pays ne constituait qu'un pays de transit de ces minéraux de contrebande. Mais
quand déjà vous acceptez, vous affirmez que votre pays constitue un pays de transit, vous avouez tacitement. Vous avouez. Je pense que c'est l'une des preuves dont parlait le ministre Patrick Mouyaya, que le gouvernement de la République démocratique du Congo dispose de preuves tangibles. Parce que la justice se repose sur la preuve. Il y a des déclarations. Et quand on sait que à un certain il y a moment, même des itinéraires. Une entreprise a été créée où on a dit aux amis rwandais, venez, on va raffiner l'or ici. Le gouvernement dispose même de noms de facilitateurs. Ils ont disparu. Ouais. Tout en affirmant que bon, les matières quand même passent par ici, notamment l'or. C'est quand même contradictoire. Et comme moi, j'ai pris notre gouvernement au sérieux. J'ai pris notre gouvernement au sérieux. Pourquoi? Je sais que le gouvernement doit avoir une liste de facilitateurs, des noms des marchés boursiers sur le plan international où ces minéraux sont commercialisés. Les noms des pays de transit, les modes d'exploitation, de siphonnage de ces minéraux et jusqu'au même au destinataire final, les consommateurs finaux. Nous sommes quand même un pays minier. Depuis la nuit des temps, nous avons toujours été un pays minier. Nous sommes membres de plusieurs organisations sur le plan mondial. Nous faisons partie du processus de Kimberley pour la certification des minéraux. Nous faisons partie aussi du processus des pays membres de la CIRGL pour la certification des minéraux. Sur le plan interne, notre pays a institué des modes de certification des minéraux. Vous ne pouvez pas aller ramasser une pépite d'or ou bien un diamant. Vous passez facilement à l'aéroport de Djili sans licence, sans passer par les CSC pour qu'on puisse certifier que vous êtes réellement les propriétaires de ces minéraux et pour qu'on puisse même écrire sur un document la zone de provenance et les pays de destination. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire sortir des minéraux, sauf que si vous êtes dans la partie orientale de la RDC, où il y a la guerre, où il y a des réseaux mafieux qui peuvent vous permettre de faire acheminer votre colis à l'étranger. Et ça, l'État est en train d'y travailler pour qu'on y mette fin. Merci. On ne doit pas seulement lutter en interne contre des réseaux mafieux, mais il faut s'attaquer aux multinationales qui les achètent. Parce que, par exemple, aux États-Unis, je cite par là, le gouvernement américain, à travers plusieurs mesures, par exemple la loi Dodd-Frank et plus récemment, le gouvernement américain avait interdit à ces multinationales d'acheter des minéraux provenant des zones de conflit, les fameux minéraux de sang. Wow. Et si la RDC parvenait à prouver devant les juges belges et français, avec des preuves tangibles, que vraiment Apple achète les minéraux de sang, les minéraux de contrebande, je vous dis, ce sont des milliards qui sont attendus pour le compte du trésor public, mais ce n'est pas ça la destination finale. Et l'objectif final que poursuit le gouvernement congolais, parce que les gens pensent que on cherche la condamnation de Apple pour qu'on puisse tirer profit des milliards de dommages et intérêts. Nous en voulons, mais l'objectif c'est pousser ces multinationales-là à venir investir, construire des mines ici, créer de l'emploi, et aussi les faisant, nous allons couper les vivres aux groupes armés et puis la guerre va se terminer automatiquement. Voilà, merci beaucoup. Voilà pour ce débat qui ne finit jamais. Vous l'aurez compris, en tout cas, on parle de la question de sécurité à l'est de la RDC avec ce volet pillage de ressources minières avec la plainte congolaise contre Apple. Et donc, on va chuter avec ce même thème ou bien cette même thématique, mais avec un autre volet, la recherche de la paix. Dans mon match, je vous pose la question. Le processus de Luanda, on a été tous surpris que le sommet ou bien la rencontre tant attendue entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame n'a pas eu lieu parce que le président rwandais n'a pas fait le déplacement. Est-ce qu'on peut dire finalement que le processus de Luanda a échoué? Définitivement, non, puisque, comme vous le savez, notre gouvernement, le jour même où le président rwandais Paul Kagame s'est refusé de venir à Luanda, notre gouvernement a dit continuer à rester dans ces processus de Luanda. Et quelques jours après, je crois 3 jours après, le ministre des Affaires étrangères, je crois, angolais, est allé au Rwanda pour discuter de la question avec nos amis rwandais qui, de leur côté également, ne semblent pas avoir rejeté
ces processus dans sa totalité. Seulement, ils ont dit, on le sait, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on doit engager des négociations directes avec le M23. Mais dans toutes les négociations, vous le savez, il y a par moment des conditions qui sont posées par l'un ou l'autre camp qui vont faire en sorte à ce qu'à un certain moment, il y a de l'impasse. Cela maintenant dépendra de la capacité des négociateurs à trouver des solutions alternatives pour contourner la situation. Et je crois que ce qui est en train de se faire en ce moment, du côté congolais ou du côté rwandais, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps non plus, notre gouvernement a dit, eh bien, le M23, s'ils veulent négocier, s'ils veulent parler avec le gouvernement, nous ne leur avons pas fermé les portes. S'ils veulent parler avec le gouvernement, il y a le processus de Nairobi, qu'ils rentrent là-dedans, il y a un processus ouvert pour tous les groupes armés, qu'ils rentrent là-dedans, nous allons échanger avec eux, nous allons leur écouter. Et donc, il s'agit là de solutions qui sont trouvées comme ça pour qu'il n'y ait pas de l'impasse totale. Mais ce qui est vrai, il faut reconnaître que ça a été un grand coup que de voir ces processus-là, à ce niveau-là, donner l'impression d'avoir décapoté. Et vous avez vu tout juste après, c'est le M23, on l'a dit et redit dans cette émission, c'est le M23 tout de suite après qui a repris les chemins de la brousse, qui a repris les hostilités, en brisant les cessez-le-feu qui existaient, qu'il ne reconnaissait pas dans le parole, mais qu'il les reconnaissait quand même dans le fait, puisque après la signature de ces cessez-le-feu là entre la RDC et le Rwanda, il s'était un peu calmé, mais tout de suite après ces décapotages-là, on le voit jusqu'à aujourd'hui en train de vouloir à tout prix, je ne sais pas, conquérir toute la partie Est. Bien que nous sommes confiants à notre armée, nous savons qu'ils n'y arriveront pas avec tout ce qui a été mis en place, les nouvelles nominations, les nouvelles mutations. Nous sommes certains que le président a pris les choses en main, ou disons qu'il a réévalué les stratégies en place et on s'est dit, pour calmer un peu les ardeurs de ce rebelle-là, il faut des nouvelles têtes, il faut des nouvelles personnes. Et donc, on ne peut pas mettre une croix, pour le moment, on ne peut pas mettre une croix définitive sur l'accord de Luanda. Merci, Don Matt, ce sera votre mot de la fin pour ce soir, pour cette émission. Dieudonné Bonali, il nous reste une minute, en tout cas, la même question, je vous la pose aussi. Est-ce que le processus de Luanda, bien que je sois un petit peu édifié par ce que Don Matt a dit, mais je vous pose quand même cette question pour avoir aussi votre lecture. Il a déjà tout dit. Je vais seulement ajouter voilà, est-ce que le processus a échoué ou bien on a encore la chance? Non, dire c'est un échec, le mot est trop fort. Je vais plutôt lui emprunter un mot qu'il a prononcé tout à l'heure. Le processus est dans l'impasse. Le processus est en panne. Il faut les relancer. Vous savez, dans les négociations, c'est comme parfois, vous considérez comme si vous êtes dans les jeux des bras de fer où chacun met sa main comme ça. Quand vous sentez que les négociations penchent en faveur de votre électeur, vous créez une impasse. Vous créez une impasse. Et puis un volte-face. Vous vous libérez de ces bras de fer, mais vous restez quand même à table. Vous vous libérez, mais vous cherchez des raisons. Vous vous libérez de la table. C'est comme un repas dont vous êtes allergique. Ça, c'est ce qui a été proposé ici. Je ne peux pas manger ça. Vous faites semblant comme si vous allez aux toilettes pendant que les autres continuent à manger. En revenant, vous trouvez le repas n'est plus là. Ah, mais lui, il n'a pas mangé. On cherche maintenant un autre repas pour vous servir. Nous sommes dans cette stratégie-là. Je ne pense pas que les deux présidents, représentant les deux pays, la RDC et le Rwanda, ont claqué la porte à la table des négociations. Je sais que du côté de la partie rwandaise, on cherche à gagner du temps. Vous savez, au moment où nous parlons... Et gagner du terrain. Et gagner du terrain. Et vous savez que quand vous venez négocier, il faut venir négocier en position de force. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que sur le terrain, on n'a pas assez gagné beaucoup de localités. Et quand nous irons en négociation, Kinshasa sera toujours dans sa fort sur la table des négociations. Il faut claquer la porte et gagner du terrain. Et je dirais aussi que c'est un mauvais cadeau de Noël qu'on a donné à nous, les populations de la région des Grands Lacs, parce que tout le monde a aspiré à la paix, que cette fois-ci,
il y aura la paix. Parce que l'Angola, ce n'est pas n'importe quel pays. On parle de l'Angola comme les gendarmes de l'Afrique centrale. Et on connaît les soucis du président Lourenço de l'Angola pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Et cette émission a été plus consacrée aux questions minières. J'y reviens encore pour vous dire qu'il y a l'accord de Lobito, hein, sous l'égide du président américain Joe Biden, pour les commerces entre les pays de la région, faciliter les commerces entre la RDC, le Rwanda, la Zambie, voire même la Tanzanie. Et notre pays a toujours été, selon les fondateurs de l'État indépendant du Congo, aujourd'hui République démocratique du Congo, nous avons toujours été considérés comme un pays carrefour, hein? Un pays où toutes les sous-régions doivent transiter pour commercer, faire les commerces ensemble. Je ne pense pas que l'Angola a intérêt à abandonner la conduite et le pilotage de ces processus parce que le président Tshisekedi l'avait dit à Luanda devant le président américain Joe Biden que sans la paix, en tout cas, il faut oublier les corridors de Lobito. On parle aussi du prestige du négociateur. Voilà, il y a aussi le prestige du négociateur. Le président Lourenço n'a pas intérêt pour avoir les médias, même la communauté internationale, demain, lui dire que tu as échoué dans ta mission des bons offices. Je pense qu'ils vont revenir demain, c'est la table de négociation. Et je souhaite, une fois que l'accord sera signé, qu'on puisse mettre quand même un comité international de suivi, comme on l'avait vu Patrick Ilunga avec les dialogues intercongolais de Sun City. On avait placé l'ambassadeur américain William Swing à la tête d'un comité international parce que il y a risque aussi que ces accords ne soient pas appliqués sur le terrain. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali. En tout cas, ce sera votre mot de la fin pour cette émission. On vous remercie pour vos analyses toujours pertinentes. Oui. On remercie également Don Omad pour ses analyses toujours pertinentes. On va remercier l'équipe technique derrière les caméras qui a été amenée, en tout cas, de main de maître par Giscard Tamba. On va remercier aussi du côté de la régie. Chers téléspectateurs, on espère avoir apporté une petite lumière sur des questions qui vous concernent. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine. Merci.